Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Et tous mes vœux pour 2025. J'allais vous le dire. Bonne année. Qu'est-ce qu'on se souhaite? On va pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'on peut avoir de l'argent, on peut avoir. Il y a une chose importante, c'est la santé. Voilà, si vous n'avez pas la santé et l'argent, ça sert pas à grand chose, etc., etc. Mais la santé psychique, physique, mentale, etc. Vous avez raison. En tout cas, on va évidemment continuer à évoquer cette actualité palpitante et passionnante avec votre regard de philosophe, de citoyen français aussi, amoureux de la souveraineté de notre pays. Et il en a été question de la souveraineté de la France, Michel. Lors des vœux du président Macron, le 31 au soir, le chef de l'État a affirmé vouloir dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres sans contrepartie et sans préparer notre avenir. Des mots qui doivent sonner doux à vos oreilles, Michel, sauf qu'ils ne recouvrent aucune réalité jusqu'à présent. On vous entendra là-dessus, sur le réveil européen aussi que souhaite notre président. Un nouvel an qui s'est passé à la lueur de nombreux incidents et violences, plus de 1000 voitures brûlées par des délinquants parfois mineurs, plus de 90 000 policiers et gendarmes mobilisés pour éviter des drames. Pourquoi un tel état de fait dans notre pays, symbole d'un ensauvagement selon vous? C'est ce que l'on verra. On évoquera aussi la visite de Gérald Darmanin à Marseille sur le thème de la lutte contre les narcotrafiquants, notamment ceux qui en prison continuent à gérer leur business criminel depuis leur cellule. Le nouveau garde des Sceaux veut les mettre à l'isolement. Problème, cela existe déjà et cela ne marche pas. Au passage, on évoquera, Michel, le destin de l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui va faire l'acteur. Il va monter sur les planches au théâtre. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous, Michel? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Et puis on évoquera aussi quelque chose qui vous a interpellé. Les vitraux de Notre-Dame de Paris, une partie de ceux qui ont été créés par Viollet-le-Duc, seront remplacés par des vitraux contemporains. Cela vous fait dresser les cheveux sur la tête. Je dis ça pour nos auditeurs, Michel. Vous nous direz pourquoi des vitraux contemporains à Notre-Dame. Cela vous hérisse tant. Est-ce que le programme vous va, Michel? Oui, c'est parfait. On y va, on a beaucoup de choses, hein. Oui. On ne tarde pas. On commence peut-être par savoir ce que vous avez pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron, qui a commencé, on l'a vu, par une ode aux événements positifs, et tant mieux qu'il y en a eu ces derniers mois, les Jeux Olympiques, l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Vous avez été choqué par le petit clip avec les belles images pour commencer l'allocution présidentielle, ou pas? Et après, on l'écoute. On l'écoute? Non, d'abord, je vous demande votre avis. Heureusement, parce que j'ai écouté une fois, j'ai relu le texte. Enfin, j'ai lu le texte pour être bien sûr d'avoir entendu ce que j'ai entendu. C'est pitoyable. Enfin, c'est fait par des publicitaires. On a vraiment l'impression qu'on a demandé à un cabinet conseil de... Mais c'est pas une ode à la belle France, à la France qu'on aime, les valeurs qui nous portent? Chez lui, il faut être crédible. Il y a un moment donné où, quand on a 7 ans de passé, c'est 7 ans de passif chez Macron. Donc, ça fait 7 ans qu'il parle, ça fait 7 ans qu'il parle pour ne rien dire, ça fait 7 ans qu'il parle pour dire des choses et son contraire. Je vois qu'on commence l'année sur les mêmes bases que celle de l'an dernier. Oui, mais tant qu'on a celui-là, et on sera obligé de dire exactement la même chose. On se répète, mais il se répète aussi, et il ne fait que parler. Alors, et les ministres aussi, c'est devenu une espèce de maladie, tout ça. Mais il a dit quand même des choses qu'on avait assez rarement entendu dire. D'abord sur la dissolution, il a reconnu que c'était une erreur. Et puis il a estimé, alors, et ça c'est une petite musique souverainiste en fait qu'il a fait retentir. Est-elle vraie ou pas? Écoutons ce qu'il a dit à propos des lois du commerce dictées par d'autres. Les Européens doivent en finir avec la naïveté. Dire non aux lois du commerce édictées par d'autres et que nous sommes les seuls à encore respecter. Dire non à tout ce qui nous fait dépendre des autres, sans contrepartie et sans préparer notre avenir. À l'inverse, il nous faut le réveil européen, réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, réveil agricole, énergétique et écologique. Il faut pour cela aller plus vite, prendre nos décisions plus rapidement, plus fortement en européen, simplifier nos règles pour nos compatriotes comme nos entreprises et investir davantage. Voilà pour Emmanuel Macron. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. C'est souverainiste comme discours? Mais il y a un mot important dans ce texte, c'est à l'inverse. À l'inverse. À l'inverse. Et c'est la même chose qu'en même temps. C'est-à-dire qu'il nous dit, il faut être souverainiste. En même temps, ou il dit même à l'inverse, hein, pour le coup, à l'inverse, c'est peut-être même un lapsus. À l'inverse, il faudrait que nous soyons plus européens. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut faire une chose et son contraire. Il faut être viande et poisson. Donc, non, si on est souverainiste, on n'est pas européiste. Si on est européiste, on n'est pas souverainiste. Quand on parle de la souveraineté européenne, elle se fait au détriment de la souveraineté nationale française. Et quand on parle de la souveraineté nationale française, ça se fait au nom de la souveraineté, enfin, ça se fait contre la souveraineté européenne. Donc, en même temps, ou le à l'inverse, je ne suis pas lacanien, donc je ne vais pas psychanalyser le à l'inverse dans la bouche de ce monsieur. Ça ne fonctionne pas pour vous? Si, ça fonctionne parce que c'est lui. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir les deux. C'est l'un ou l'autre. Il va falloir un jour qu'il se décide
et qu'il n'est qu'une alliance, si je puis me permettre. Alors il a aussi, Michel Onfray, Emmanuel Macron déclaré qu'il demanderait aux Français de trancher des sujets déterminants en 2025, sous-entendant peut-être l'idée d'un référendum, ou pourquoi pas d'une consultation citoyenne. Vous croyez au pouvoir de rendre la parole au peuple ou pas? D'abord, j'apprécie votre intelligence et votre sens de la nuance que pas beaucoup ont eu, parce que tout le monde a parlé de référendum. Et quand je disais tout à l'heure que j'avais écouté et que j'avais lu le texte pour être bien sûr, le mot référendum ne s'y trouve pas. Évidemment. Vous avez raison de dire évidemment, parce que vous travaillez, parce que vous écoutez. Mais tous les journalistes qui nous disent référendum, je dis mais où ça? Où ont-ils entendu ça? Alors évidemment, j'ai demandé à mes amis de se taire pour pouvoir l'écouter. Après, j'ai lu le texte et j'ai bien entendu ce que j'ai entendu, c'est-à-dire pas entendu le mot référendum. Demander aux Français de trancher, ça veut dire quoi? Peut-être dissoudre l'Assemblée nationale en juillet? Peut-être. Tout simplement. Bah oui. Je demande aux Français, je dissous, je redemande aux Français, et ils vont trancher sur les sujets essentiels. Il y aura des projets de société, il y aura 3 blocs, on va demander aux Français de choisir, etc. Je ne le vois pas demander un référendum, sauf que, comme il parle, pour ne rien dire, il peut dire qu'effectivement, il demandera aux Français de trancher sans jamais demander aux Français de trancher. Il a demandé des cahiers de doléances aux Gilets jaunes, et ça pourrit aujourd'hui dans les caves des sous-préfectures et des préfectures. Ça ne le gêne pas beaucoup. Mais donc, trancher sur des choses essentielles, mais on n'a même pas besoin de trancher sur des choses essentielles. Il y a une époque, il faisait le tour de la France pour savoir ce que pensaient les Français. On a envie de lui dire... de doléances des Gilets jaunes, le grand débat... Mais oui, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de faire des référendums, tout est dit, tout est là. Et il sait très bien que les Français pensent un certain nombre de choses sur plein de sujets. Par exemple, sur l'immigration, sur la question de la justice, sur la question de la police, sur la question de l'école. Ils savent très bien, ces gens qui sont au pouvoir, droite et gauche confondus. Parce que d'une certaine manière... Je ne vais pas dire vous me le faites l'accabler, mais je l'accable. Mais je les accable tous depuis 83. Les gens me disent que je suis un anti-macronien rabique, mais je dis je suis un anti-maastrichtien rabique. C'est-à-dire que depuis 1983, j'avais voté Mitterrand en 80, mais depuis 83, plus jamais pour ces gens-là, depuis qu'ils ont renoncé à la souveraineté nationale. Et puis, on mettait ceux qui suivent. Les Chirac, les Sarkozy, les Hollande, je les oublie tous, peut-être que j'en oublie un. Mais non. Pardon. Et Macron aujourd'hui. On va juste écouter les Français, on leur a posé la question. Quelle question aimeriez-vous qu'on vous pose lors d'un référendum? Écoutez, c'est assez étonnant. Quelques réponses choisies au hasard. J'aimerais une question qui touche principalement à l'immigration. L'immigration telle qu'on la connaît aujourd'hui, pas en tant que telle évidemment, je n'ai rien contre, mais sous sa forme actuelle, c'est-à-dire sous une forme largement massive et incontrôlée, pose des problèmes absolument à tous les niveaux. J'aimerais bien, qu'on me parle de la fin de vie, je voudrais savoir s'il y a des possibilités de suicide assisté. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aimerais qu'on me pose la question de savoir comment redonner des moyens aux hôpitaux, à la fonction publique en général, mais surtout aux hôpitaux, aux médecins. J'aimerais bien qu'ils reviennent sur la fin de vie, de façon à ce qu'on puisse avoir une fin de vie digne. Très intéressant, Michel Onfray, ces Français interrogés. 2 fois la fin de vie qui revient. Oui. Le projet de loi a été stoppé en plein élan par la dissolution. C'est des sujets fondamentaux, ça, évidemment. Alors, même une petite remarque de méthode. Vous savez que les micro-trottoirs... Non, ils ne sont pas représentatifs, je le dis. Non, si, ils sont représentatifs de ce qu'on veut dire ou faire dire. C'est-à-dire que vous prenez 10 personnes et puis après, vous allez choisir des sujets. Bon, ça, mis à part, question de méthode mise à part, c'est bien ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire les gens savent un certain nombre de choses. Moi, je crois au peuple français. Et je crois qu'il faut solliciter le peuple français. Si la nation et le peuple français ne sont plus ceux qui décident, qui décide? On a la réponse aujourd'hui. Une oligarchie de Maastrichtiens dont Emmanuel Macron est le représentant. Et les autres dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur la fin de vie, j'ai l'âge qui me permet de savoir que c'est un serpent de mer. Vous vous rendez compte? Ça va bientôt me concerner. Ceci dit, ça concerne tout le monde. Mais je veux dire que ça fait à peu près 50 ans qu'on entend parler de l'euthanasie. Alors on parle plus de l'euthanasie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de clochards, il y a des SDF, il n'y a plus de chômeurs, il y a des demandeurs d'emploi, il n'y a plus d'immigrés, mais il y a des migrants. Donc il y a une espèce de révolution sémantique pour enfouir les choses, et la révolution sémantique, c'est on ne parle plus d'euthanasie. Et je me souviens même d'un certain Bernard Kouchner qui nous disait qu'il y avait nazi dans euthanasie. Donc évidemment, on est mal parti avec quelqu'un qui disait une chose pareille. Ceci dit, je retire ce que je dis parce que je ne sais plus le contexte. Je ne sais pas s'il était pour ou s'il était contre, mais il avait effectivement fait ce rapprochement. Même pour le critiquer, c'était pas bien. Donc, parce que je pense que peut-être il est pour, je ne sais pas, il a été médecin, mais on devrait pouvoir accéder à ça assez facilement. Et par voie référendum. Alors le référendum avec un vrai débat. Avec un vrai débat. On va en faire sur CNews, par exemple, des vrais débats. C'est-à-dire avec des gens qui... On en a fait beaucoup sur CNews. Oui, mais des vrais débats de société. Il pourrait y avoir, par exemple, un mois, peut-être le dire à Serge Nedjar en passant comme ça, mais je veux dire un mois, un sujet.
peine de mort, avortement, contraception. Il ne s'agit pas de changer la vie des gens, mais de les éclairer en disant mais quels sont les arguments de ceux qui veulent la fin de vie et de ceux qui ne veulent pas de la fin de vie. Et puis juste débattre avec des gens de bonne foi, entendons-nous bien. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Encore une question sur le référendum. J'ai une question à vous poser à propos du général de Gaulle, évidemment. Est-ce que finalement, ce n'est pas lui qui a saboté l'usage du référendum? Ah bah oui, vous ouvrez des grands yeux en me regardant, en fusillant du regard. Je le dis pour nos auditeurs. Quand il fait un référendum qu'il perd, il part. Oui. C'est une bombe atomique pour tous ceux qui suivent. Ils ne veulent pas se servir du référendum, car ils ne veulent pas partir. Bien sûr. Donc il sabote l'usage du référendum. Ah oui, c'est sur cela. C'est pas le général de Gaulle qui sabote. En fait, il place la barre tellement haut que ceux qui viennent après sont forcément il a raison, mais c'est toute la Constitution, c'est l'esprit de la Constitution. Le peuple est souverain. C'est ça qui fait qu'on me dit que je suis fasciste et d'extrême droite. Le peuple est souverain. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, s'il veut porter Mme Castet à l'Assemblée nationale, à la tête du gouvernement, je suis pour, si le peuple l'a voulu. S'il ne l'a pas voulu, je ne suis pas pour. C'est tout, c'est simple. Moi, je vote si je vote, et quand je vote, je ne me dis pas, je veux que mon vote soit prioritaire. C'est le vote du peuple entier, du peuple rassemblé. Donc le général de Gaulle dit, il faut un homme qui décide. Bouton nucléaire, c'est important. Et cet homme, ça n'est pas un type qui bricole pour être élu en disant attention au fascisme. Il aurait pu, le général de Gaulle, parler du fascisme en disant moi j'ai vaincu Adolf Hitler avec quelques alliés. Il n'a jamais fait ça. Donc aujourd'hui, on nous fabrique des fascistes pour dire il faut être antifasciste, donc votez pour moi, c'est-à-dire votez pour Maastricht. Et puis le peuple, de toute façon, poubelle, systématiquement. Il vote mal, poubelle. Vous avez vu ce qui se passe en Roumanie, vous avez vu ce qui se passe en Hongrie, vous avez vu ce qui se passe. À chaque fois que le peuple vote mal, on dit oh, les Russes sont derrière tout ça. Oui, d'accord. Mais pourquoi est-ce que ce ne seraient pas les peuples qui seraient derrière tout ça? Et quand le général de Gaulle dit ça, il dit mais je ne suis pas un monarque, vous pouvez me destituer. Et vous pouvez me destituer comment? En votant contre moi. Et en votant contre moi quand? Aux législatives, je les perds, je m'en vais. Là, la gauche, enfin, les Maastrichtiens, c'est je perds les législatives, je reste. Vous avez vu Macron, à chaque fois qu'il a perdu, il a dit « Ah, vous ne voulez pas que je continue? D'abord, je continue, et je vais vous mettre en Premier ministre quelqu'un que vous ne voulez pas. » Et après, avec les référendums, évidemment, le général de Gaulle dit « Vous me dites si c'est oui, si c'est non, je m'en vais. » Ça me paraît tellement évident. Ce sont les autres qui sabotent. Ça fait à peu près mais il place la barre tellement haut qu'après... Non, mais ça s'appelle la démocratie. Et si la démocratie, c'est mettre la barre haut, je suis pour mettre la barre haut. Et c'est le peuple qui décide. On va écouter ce que disait le général de Gaulle 2 jours avant ce fameux référendum en 69. Écoutez la clarté des propos qu'il tenait. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement, sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Voilà pour le général de Gaulle en 69. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Évidemment, il est parti. Le mot essentiel, évidemment. Évidemment. Évidemment, le mot essentiel, comme à l'inverse tout à l'heure. Là. Évidemment, ça veut dire qu'il n'est pas pensable de dire je perds les élections, donc je reste. Chose qu'a pu faire dans son esprit Giscard d'Estaing, puisqu'il pensait que, perdant les élections législatives, il resterait chef de l'État et qu'il initierait la cohabitation. Il n'a pas eu à le faire, mais en fait, il y a songé. Puis ensuite, on a eu Mitterrand, puis ensuite, on a eu Chirac, et puis après d'autres, qui ont considéré que, même Macron aujourd'hui, dans une forme de cohabitation. Alors lui, cohabite avec le plus proche possible de lui, en disant il faut des gens qui me ressemblent, parce que je veux continuer à avoir la main, mais je ne veux pas que la moitié des Français qui n'ont pas voté pour moi, plus une partie des Français qui n'ont pas voté du tout parce qu'ils en ont assez de ce cirque, ces gens-là n'existe pas. Je les jette au fossé. Et il a quoi aujourd'hui comme capital? Et il a quoi aujourd'hui comme capital de sympathie? 20%, 21%, quelque chose comme ça. Ça dit rien. Le problème avec le général de Gaulle, c'est que je vais me permettre d'être critique, une fois n'est pas coutume. Ah bon? Vous allez critiquer le général de Gaulle? Oui, parce qu'il reste idéal. Non, enfin, je ne peux pas dire que je vais le critiquer, non. Mais je veux dire qu'il part du principe que le peuple est éduqué.
et que le peuple va voter en fonction de l'intérêt national, de l'intérêt de la France, etc. C'est pas vrai. C'est le régime des partis qui fonctionne dans cette logique-là. C'est-à-dire que vous avez des Mitterrand, vous avez des... Je ne sais plus qui était à l'époque le patron du PC, Valdez-Crochet peut-être, enfin des gens du parti qui disaient on va pas voter pour ou contre la France, on va voter pour ou contre De Gaulle, on va le virer. Les partis socialistes, même chose. Le Canuet, les démocrates chrétiens, c'est-à-dire Bayrou. Bayrou vient de ça, c'est un anti-gaulliste, Bayrou. Tous ces gens-là disent mettons-le dehors. Et lui... Il part du principe que les gens diront je suis le général de Gaulle, j'ai quand même sauvé la France, au moins une fois avec l'appel du 18 juin, une deuxième fois avec la Constitution de 58, ils vont avoir le sens de l'histoire, enfin la mémoire de ce que j'ai pu faire et peut-être éventuellement le sens de l'histoire. Les Français ne l'ont pas eu parce que ils ont voté de manière idéologique. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On a évoqué les vœux du président Macron le soir du 31. Cette même nuit, il y a eu une triste coutume, et j'ai même pas envie de dire coutume parce que c'est absolument une tradition française, avec 1000 voitures brûlées, 90 000 membres des forces de l'ordre qui étaient mobilisés ce soir-là, qui devrait être un jour de fête et non pas de destruction, ce qui a pourtant été le cas. Juste pour mesurer la réalité de ce que ça veut dire de voir sa voiture brûlée, on va écouter le témoignage d'habitants d'Angers, une ville absolument charmante, qui pourtant est en proie à la délinquance et à la violence à certains moments. Écoutez ces réactions d'habitants dont les voitures ont été incendiées, recueillies par Michael Chaillot. Ça fait 2 ans à peu près que je l'ai. Et quand je suis arrivé ce matin, j'étais vraiment dégoûté, quoi. Parce que j'économise, j'ai un crédit dessus et puis ça me fait clairement chier. Je suis dégoûté au premier degré. Moi j'ai vu, je sais pas, il devait être vers 3h du matin, j'ai vu de la fumée, j'ai vu un camion pompier passer. C'est tout. Après, est-ce que c'est à cause des feux d'artifice ? Tout le monde galère, surtout avec l'époque de maintenant, tout le monde galère pour s'acheter une bonne voiture et puis on voit que ça finit comme ça. C'est triste. C'est pas normal. C'est pas normal, évidemment, Michel Onfray. Vous vous rendez compte ? Les gens simples, les gens modestes qui parlent là et qui nous disent j'ai un crédit, il va se passer quoi ? Et c'est une espèce de fête barbare annuelle. Tous les ans, on estime que 1000 voitures, c'est le chiffre. 14 juillet aussi, Halloween aussi, oui, désormais. Voilà. Et je me souviens d'ailleurs de quelques ministres de l'Intérieur qui disaient cette année, 850. C'est quand même beaucoup moins. Il y en a même qui ont arrêté de publier les chiffres. Oui, comme ça, si c'était encore mieux. C'est-à-dire, on casse le thermomètre et il n'y a plus de maladie. Évidemment que c'est un problème, et que c'est pire qu'un problème. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que le peuple, il est dans ceux qui détruisent, dans ceux qui cassent, dans ceux comme le pense par exemple la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, en disant il faut une espèce de peuple de substitution, et ce sont les racailles, les incendiaires, les black blocs, les délinquants, etc. Un genou à terre pour le petit garçon dont j'ai oublié, qui était d'ailleurs pas un petit garçon, Naël, etc., etc. Mais le peuple là de base qui est là et qui dit mais moi je travaille, j'ai un crédit, qu'est-ce que je vais faire, j'ai besoin de ma voiture. Ce sont ceux d'ailleurs qu'on ennuie en disant elle date de quand votre voiture, vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture électrique, vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture récente, voire une voiture neuve, et bien tant pis, vous allez casquer, vous allez raquer, vous n'allez plus pouvoir rentrer dans Paris. Là c'est une façon de dire vous n'entrez plus dans Paris, vous n'entrez plus dans les villes, restez dans vos campagnes. Ces gens, moi j'ai presque envie de pleurer quand je les entends dire ce qu'ils disent. Il va se passer quoi pour ce garçon qui dit moi j'avais un crédit là-dessus. Qu'est-ce que vont faire les assurances ? Les assurances, la plupart du temps, ça assure pas grand-chose. Il faut pas vraiment avoir besoin de grand-chose pour solliciter les assureurs. Parce qu'après, la foudre, vous étiez assuré pour le fait que la foudre puisse tomber, mais dans votre jardin, pas sur votre maison. Vous étiez assuré pour le fait qu'il y ait des inondations, mais au-delà de 20 cm, ça ne s'appelle plus une inondation, c'est une catastrophe naturelle. Or, la catastrophe naturelle n'a pas été décidée. On ne pourra hélas pas vous rembourser et ce genre de choses. Donc ce garçon, je pense que l'année commence mal pour lui, et puis d'autres. Au moins 1000 personnes, et au moins 2 ou 3 000 personnes, parce qu'il y a des parents, il y a des enfants, il y a du travail qui ne pourra pas, qui ne pourront pas aller au travail. Voilà. Michel Onfray, on va évoquer rapidement ce qui s'est passé aussi aux États-Unis avec cet attentat à la Nouvelle-Orléans qui a fait 14 morts selon un bilan provisoire, des dizaines de blessés. C'est un conducteur citoyen américain, ancien militaire, qui a pris une voiture qui est allée dans une rue extrêmement passante de la Nouvelle-Orléans et qui a provoqué un véritable massacre. Ça nous rappelle le sinistre attentat de Nice en 2007, du 14 juillet. Il y a un gros traumatisme dans la population américaine. On va écouter quelques témoins de la scène et puis se poser la question des États-Unis. Est-ce qu'ils n'ont pas baissé la garde en matière de terrorisme endogène et notamment terrorisme islamique ? Écoutons-les. On a entendu ce grincement et comme un moteur qui tourne. Et puis le bruit de cet énorme impact, les gens qui criaient, le bruit du métal qui s'écrase contre les débris, contre les corps.
Je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un ferait ça à tous ces gens? Il n'a aucun respect pour la vie. Je ne comprends pas comment un tel mal peut exister. Je suis tellement en colère. Voilà pour ces habitants de la Nouvelle-Orléans qui sont évidemment traumatisés. Michel Onfray, le terrorisme islamique frappe aux États-Unis puisque l'auteur des faits qui a été abattu par la police s'est réclamé de l'État islamique. Oui. Et Donald Trump a eu tort de mettre en relation avec l'immigration, en disant, vous avez vu, l'immigration, ça produit toujours ça, etc., etc. C'est évidemment faux, puisque ce garçon, il est né apparemment aux États-Unis, et puis voilà. C'est le problème de la haine de l'Occident qui est en jeu. C'est pas forcément l'immigration. Il se peut que dans les immigrés, il y ait des gens qui détestent l'Occident, mais il est vrai aussi que parmi les migrants, comme on dit désormais, il y a des gens qui aiment vraiment l'Occident et qui ont envie de s'occidentaliser. Ceux-là sont bienvenus, évidemment. Ceux qui ne veulent pas et qui veulent éventuellement détruire l'Occident. Il y a eu un garçon algérien apparemment qui habitait Rennes et qui disait tirer, tuez-les, etc. Bon, évidemment, il a été arrêté. C'est pas exact. Et heureusement qu'il a été arrêté. Je suis pas sûr que sans Bruno Retailleau, il l'eût été. Donc Trump s'est trompé là-dessus. Ce qui est problématique, c'est justement la conversion chez ce garçon. Il était quand même dans l'armée américaine, et d'un seul coup, il passe de l'autre côté. Il devient un délinquant. Et il devient un délinquant musulman. Il se radicalise. C'est la question de la haine de l'Occident. Tous ceux qui détestent l'Occident aujourd'hui, y compris la France insoumise, les socialistes et autres, qui travaillent à ça, à la destruction de l'Occident, en disant qu'il est coupable de tout, responsable de tout. Vous aviez des philosophes comme Jean-Luc Nancy ou Lacou Labarthe qui nous expliquaient que Hitler n'était pas responsable de la Shoah, mais que finalement c'était l'Occident avec sa technologie qui était responsable de la Shoah. Donc je pense qu'il y a cette première chose. Il y a une deuxième chose qui est qu'il se passe, tout le monde l'a vu, un certain nombre de choses importantes, d'événements importants en Israël, avec Gaza, avec le Liban, avec la Syrie qui tombe, qui s'en va, et avec ce fameux Daesh, comme disait François Hollande qui connaissait les marques de lessive, et qui ne voulait pas qu'on dise État islamique. Or, Daesh, c'est l'acronyme de l'État islamique en anglais. Et donc, l'État islamique, on nous a dit, d'abord, c'est pas un État, et ensuite, il n'est pas islamique. Je me rappelle de M. Fabius, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, qui nous disait, l'État islamique, c'est une chimère, ça n'existe pas, il n'y a pas d'État. Il y avait un drapeau, il y avait un hymne, il y avait une monnaie, il y avait tout ça. Et un territoire. Il y avait une capitale et un territoire, tout ce qu'il faut pour faire un État. Et c'était pas islamique, puisque l'islam, c'est la religion de paix, de tolérance et d'amour. C'est insulter nos compatriotes musulmans qui aiment la France que de croire que soit ils sont tous terroristes, soit ils ne sont jamais terroristes. Certains le sont, et il faut combattre cela. Ne serait-ce que pour préserver ceux de nos compatriotes musulmans qui ne sont pas favorables à l'islam intégriste, à l'islamisme et à ce genre de choses. Donc comme tout bouge et que Biden s'en va, doucement, tranquillement, mais en faisant encore en balançant quelques boules puantes pour que ce soit difficile pour Trump, et que Trump arrive, il y a effectivement une autre politique étrangère de Donald Trump, notamment au Moyen-Orient. Il va se passer des choses. Quand Trump va arriver, ça va pas être calme comme c'était calme précédemment. Et puis, il va y avoir des choses aussi en Syrie. Je pense que là, on se dit, ils sont sympathiques, gentils, sont des terroristes qui relèvent du fameux État islamique. En Ukraine aussi, il y aura aussi... Bien sûr, vous avez raison. Sur ce deuxième lieu, il va aussi se passer des choses. Et Trump va arriver sur ce sujet-là. Donc, effectivement, là, ils sont en train de pousser leurs pièces, les gens de l'État islamique, en disant, allons-y aux États-Unis. Et là, effectivement, vous avez ce premier attentat, le second avec la voiture... Alors, il y a un second, c'est celui-là que je voulais évoquer à Las Vegas. On n'a pas encore de certitude. Une voiture Tesla qui prend feu, qui explose devant l'hôtel Trump à Las Vegas. Évidemment, on voit bien que c'est Trump et Musk qui sont visés. Ça vous surprend que Elon Musk, qui est maintenant très proche de Donald Trump, qu'on voit systématiquement à ses côtés, soit visé? Ah non, parce qu'il est sorti du bois. Moi, j'en parlais il y a quelque temps autour de moi, parce que je suis très intéressé par le projet civilisationnel de cet individu-là. J'étais obligé d'expliquer qui il était. Maintenant, tout le monde sait qui c'est. Pas forcément qui il est. Pas forcément pour les meilleures raisons. Parce qu'effectivement, il est devenu l'ami, le copain, le compagnon de route en politique de Donald Trump. Il ne peut pas lui-même, que je sache, être président de la République, puisqu'il est citoyen... Président des États-Unis. Président qu'est-ce que j'ai dit? De la République. Oui, vous avez raison. Et parce qu'il est africain du Sud. Et donc, il est repassé après au Canada, et que je crois que ça n'est pas possible. Enfin bon, peut-être que Trump pourrait modifier la loi, on n'en sait rien. Tout ça, c'est susceptible d'être fait. Et là, il intervient. Et il intervient en disant, mais moi, j'ai une puissance. Alors, elle peut être positive, elle peut être négative. La puissance positive, c'est par exemple de dire, j'ai des satellites qui me permettraient de régler des problèmes avec Mayotte. Ils ont été déployés, les Starlink, par C'est pourquoi j'en parle. C'est pourquoi j'en parle, en disant qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi cette façon de dire, mais... un certain nombre d'autres individus font du lobbying, et bien moi j'en fais aussi, y compris sur le terrain politique. Il intervient dans les élections en Grande-Bretagne, en Allemagne, en disant l'Allemagne. Très interventionniste. Oui. C'est pas un danger qu'un tycoon comme ça, un multimilliardaire, s'ingère dans les affaires des pays?
Mais c'est autant un danger que de les voir s'ingérer dans les affaires en défendant, au contraire, un libéralisme planétaire, etc. Tous les patrons des GAFAM, la plupart du temps, sauf lui. Lui, c'est une espèce de mouton à 5 pattes, ou de mouton noir. Mais tous les autres, ils défendent le wokisme, ils défendent une société post-civilisationnelle ou une civilisation post-humaine. Et c'est chacun dans son camp. Lui, il a choisi un camp. Et au moins, c'est clair. Bon, allez, on fait une petite pause, Michel Onfray. C'était passionnant déjà cette première partie. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la visite de Gérald Darmanin à Marseille. On voit que le nouveau garde des Sceaux continue sa méthode de visite sur le terrain. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va évoquer le déplacement de Gérald Darmanin, qui est le nouveau garde des Sceaux, sur le terrain à Marseille. Il s'est rendu sur place pour parler du narcotrafic. Il souhaite placer les narcotrafiquants les plus importants à l'isolement en prison pour éviter qu'ils ne continuent à gérer leur business criminel depuis leur cellule avec des téléphones portables. Et il a aussi évoqué un point de bascule de notre société face à la corruption liée au narcotrafic. Écoutons Gérald Darmanin. Nous sommes dans un point de bascule pour la République. Et donc nous devons collectivement nous réveiller. Je donnerai les instructions dans la circulaire de politique pénale que j'adresserai dans quelques jours au procureur de la République pour que les atteintes, les menaces, les corruptions envers les agents publics dépositaires de l'autorité publique soient particulièrement poursuivis avec la plus grande fermeté. Mais nous devons aussi montrer que les exemples de corruption et de menaces sont particulièrement condamnés par notre justice. Voilà pour Gérald Darmanin. Michel Onfray, vous pensez aussi qu'on a un point de bascule face à la corruption liée au narcotrafic ? Non, il n'y a pas un point de bascule. Il pense qu'il y a un point de bascule parce qu'il arrive, mais je veux dire que je ne vais pas dire que c'est vieux comme le monde, mais c'est vieux comme Badinter, je dirais. Il y avait une politique pénale avec Badinter, et notamment en relation avec Michel Foucault, et un livre qui s'appelait Surveiller et punir. Il faudrait déconstruire tout ça. Il y avait chez Foucault une espèce de pensée très, très idéale, très idéalisée, très idéaliste. Voilà quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la prison et l'enfermement. Il n'a jamais mis les pieds dans une prison. Il le disait lui-même. Dans un livre qui est paru sur Michel Foucault et la Californie. Donc voilà quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la prison et qui pense la prison en inversant les valeurs et en disant le monde dangereux c'est le monde réel et le vrai monde c'est celui de la prison. Et le monde de la prison ce sont les déchets de la société, les victimes du système, et il faut aimer ces gens-là, ce sont eux qui sont finalement les gens qui vont remplacer le prolétariat dont le marxisme disait qu'il deviendrait l'avant-garde éclairée avec laquelle on va faire la révolution. C'est avec les prisonniers, c'est avec les taulards qu'on va finalement faire une espèce de soulèvement révolutionnaire, etc. Et on a un Badinter, qui normalement est un social-démocrate, quand même très à droite, défendant Maastricht, etc., défendant même le président François Mitterrand quand quelques-uns des Juifs étaient bien intentionnés d'expliquer qu'il avait eu un passé vichiste et la francisque. Et on se retrouve avec un Badinter qui a une espèce de théorie foucaldienne, c'est-à-dire issu de Michel Foucault, en disant c'est ça qui doit décider de ce que doit être notre politique carcérale, judiciaire, etc., etc. Personne n'a touché à ça intellectuellement. Je sais que Gérald Darmanin, je peux le dire peut-être, mais m'a fait un texto un jour, parce qu'il n'était pas content du fait que j'avais dit 2 ou 3 choses à dans notre émission. Mais que ne propose-t-il une espèce de réflexion générale en disant pensons ces questions-là, pas lui, mais je veux dire il y a des juristes, il y a des philosophes qui sont capables de démonter ça en disant c'était idéaliste, c'était issu de mai 68, mais ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut proposer quelque chose pour une autre prison. L'idée de dire il faut durcir, il faut une espèce de prison sauvage où on tabasse les gens, où ça n'a aucun sens. Mais de dire non plus on va fermer la prison, c'est comme l'asile, les fous, ce sont les gens dehors, c'est pas les gens qui sont dans l'asile, etc. Inverser ces valeurs et en disant hiérarchisons la délinquance. Il y a des gens qui ne méritent pas de se retrouver... D'abord, personne ne mérite d'être incarcéré dans des conditions insupportables, avec 6 ou 7 personnes par cellule quand il en faudrait 2, avec les toilettes de tout le monde au nez des gens qui dorment sur des paillasses. Bon, voilà. On devrait pouvoir avoir droit à un téléphone. Je pense que cette histoire de téléphone caché, c'est ridicule. On devrait pouvoir avoir un téléphone. Il y a des téléphones fixes. Oui, fixes, d'accord. Mais on peut avoir un portable aussi. Et puis, simplement, ils sont sur écoute. On dit qu'il y a des écoutes aléatoires, il y a même des écoutes très précises, et puis c'est tout. Et on ne peut pas mettre des fonctionnaires pour écouter les prisonniers. Ben bien sûr que si. Vous vous rendez compte ça veut dire Il y a bien des fonctionnaires pour faire des fouilles et essayer de retrouver. Il y a des gens qui se mettent des téléphones dans le rectum pour les cacher, etc. Enfin, il y a des choses quand même extravagantes. Et moi, je préfère qu'il y ait une sécurité assurée pour le personnel pénitentiaire.
faut penser à ces gens-là quand même, qui sont dans la dangerosité en permanence, qui sont dans la tentation aussi. C'est assez facile de dire quand vous avez des salaires de misère, que vous faites cracher au visage, que vous faites insulter, éventuellement si vous mettez une gifle, vous êtes vous-même au tribunal parce qu'on va vous dire qu'il ne faut pas frapper un détenu, ce qui est vrai, bien sûr, hein, je ne défends pas ça. Je dis simplement que si quelqu'un vous dit, bon, si tu as envie d'une petite valise de 10 000 euros et tu me ramènes, je ne sais pas quoi, téléphone, drogue ou n'importe quoi, il y a effectivement des gens qui succombent. Et puis il y a aussi des gens qui passent le concours de la pénitentiaire pour infiltrer la prison, s'y trouver et justement effectuer les passages, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être iréniste, comme on dit, c'est-à-dire voir les choses en disant le bien est là, le mal est ici, etc. Il faut faire avec la nature humaine telle qu'elle est. Et ça aussi, je dirais, une grande réforme de la justice, une justice pénale qui serait nouvelle, post-moderne, et elle penserait à partir de ça. Priver de liberté, c'est pas priver de dignité. Donc on peut donner de la dignité, et puis en même temps on peut séparer des gens. Vous avez, je crois, 30% des gens qui sont en prison qui ne devraient pas s'y trouver parce qu'ils ont des problèmes psychiques, psychiatrique. Il faut dire que la drogue, ça déclenche des psychoses, des paranoïas, des maladies mentales, et qu'un usage même modéré chez certains déclenche des schizophrénies. Et ces gens-là, il faut les soigner. Il ne faut pas qu'ils soient dans les rues. Donc oui, ça coûterait cher d'avoir des gens qui seraient dédiés à des écoutes, mais probablement moins cher que de rouvrir encore des prisons, de retrouver du personnel pénitentiaire pour refaire une politique répressive. Il y a des gens qui ont besoin de répression. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de prison, ils sont dangereux pour la société. Et puis il y a des gens qui sont éducables, et puis des gens qui ne sont pas éducables, et puis éduquons ceux qui sont éducables. C'est-à-dire c'est un grand projet. Mais comme il faudrait un grand projet sur la question des dom-toms, un grand projet sur la question de l'éducation nationale, il faudrait un grand projet sur la question de la santé. Enfin, il faudrait arrêter de faire de la petite politique politicienne en disant je veux être élu, je veux me maintenir, je veux être ministre, j'étais ministre de ça, Madame Borne qui nous dit ah mais je suis pas compétente en éducation nationale, mais maintenant je suis dans l'éducation nationale. Avoir des vrais projets de la longue distance et de se dire peut-être que dans 5 ans je ne serai plus là, ou dans 5 mois, ou dans 5 jours, mais la France, elle, sera encore là dans 50 ans. Et qu'est-ce qu'on fait pour la France? C'est la vraie question. Michel Onfray, un tout petit mot de Éric Dupond-Moretti, qui est le prédécesseur de Gérald Darmanin, place Vendôme. Il sera sur scène en février au Théâtre Marigny pour une pièce qui s'appellera « J'ai dit oui ». Il va y raconter son expérience en politique, ses années passées au gouvernement. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça symbolise d'abord? Est-ce qu'au fond, ça ne veut pas dire que tous les politiques sont des acteurs? Oui, ça c'est sûr que depuis Maastricht, où la politique se fait chez Madame Ursula von der Leyen, les autres sont là, ils font semblant. Ils s'en vont dans une prison, ils s'en vont dans une école, ils s'en vont dans un hôpital, ils attendent que toutes les caméras soient là, ils parlent, nous allons faire, nous ferons, nous avons décidé qu'il y aura un grand plan de ceci, un grand plan de ça. Puis ils rentrent en disant, bon, où est le resto, j'ai faim, il faut qu'on y aille. Est-ce qu'on a à dîner ce soir? Oui, c'est ça. Alors, il monte sur les planches, oui, les a-t-il jamais quittés? Je pense que c'est quelqu'un qui fait du théâtre depuis toujours. Et puis, je dirais, la honte est morte. Personne n'a de honte. Je sais pas, Manuel Valls, Elisabeth Borne, qui se retrouvent après avoir été Premier ministre, ministres qui sont derrière Bayrou, qui lui est là en disant c'est moi le Premier ministre, ils sont là juste derrière. Pas avoir beaucoup d'honneur. On a besoin d'hommes d'État. Oui, qu'on en crée. Et puis ceux-là qu'ils aillent à la retraite. Manuel Valls, c'est un homme d'État. Oui, il peut être à la retraite. Il a beaucoup dit qu'il est trop jeune pour être à la retraite. Non. Quand on a dit que la France c'était bien et que l'Espagne c'est beaucoup mieux et qu'on vient en disant non, vous n'avez pas compris, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, etc. Bon, il y a un moment donné où le sens de l'honneur fait qu'on se dit, voilà, on n'imagine pas le général de Gaulle en 69 disant je me représente pour être député à l'Assemblée nationale. Mais je vous oppose le sens de l'État. Est-ce qu'il y a un moment où on ne se dit pas je peux aussi aider mon pays avec mes compétences et mon expérience. Quand on a le sens de l'État, on mesure ses paroles et on ne laisse pas derrière soi un certain nombre de paroles qui montrent qu'on n'a pas le sens de l'État, mais qu'on a le sens de soi-même. Donc aujourd'hui, on revient, on dit moi je fais de la politique, c'est mon métier, et puis on dit la France, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la démocratie, la République, bien sûr. Mais c'est de la carrière. Ben, je pourrais, oui, parce que c'est facile. Vous êtes bien l'acteur en fait. Un peu de théâtre, oui, j'en ai fait quand j'étais au collège et j'aimais bien ça. Mais maintenant, je ne peux pas. Par exemple, aujourd'hui, quand on me demande de dire, enfin de jouer l'acteur, on me l'a proposé jadis dans un film, etc. Je dis mais ça me tétaniserait. Je ne peux pas être un autre que moi-même. Mais eux, on voit bien. Alors lui, il fait ça là, et puis je pense qu'il a envie d'être président du Conseil constitutionnel. C'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Lucchini n'a pas eu envie d'être président de la République, par exemple. Il fait très bien son métier, il sait bien que la politique, c'est pas fait pour lui. Il fait parfois de la politique comme il sait en faire. Mais bon, voilà, c'est le triomphe du narcissisme, c'est le triomphe de l'ego. J'ai dit oui. J'ai dit oui, bon, d'accord. Il y aura des gens pour aller voir. Mais ceci dit, Bernard Tapie a déjà fait ce genre de choses. Michel Onfray, on va maintenant parler sur CNews et sur Europe 1 d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est Mayotte. Marine Le Pen va se rendre demain à Mayotte. Elle y sera peut-être mieux reçue que le président Macron. Elle porte une attention toute particulière aux départements et territoires d'outre-mer qui votent largement en sa faveur. Écoutez ce qu'elle a dit à propos de Mayotte dans ses vœux aux Français. Il ne faut pas qu'à nouveau
puissent se construire de manière totalement anarchique de véritables bidonvilles qui couvrent l'île de Mayotte et qui ont été, bien entendu, un cimetière pour les immigrants clandestins qui s'y étaient réfugiés. Il ne faut pas que l'on ferme à nouveau les yeux dans les années qui viennent sur le nombre de personnes qui vivent à Mayotte et qui font que les services publics n'arrivent plus en réalité à fournir le service auquel vous avez droit comme citoyen français. Voilà pour Marine Le Pen, qui se rendra donc demain à Mayotte. Michel Onfray. Mayotte, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est le symbole de quoi en réalité? Bon, elle est très normalisée, là. Ça y est, elle y va, elle va faire son petit tour, elle aussi. Mais à quoi bon, tout ça? Je veux dire, là encore, quand je disais qu'il fallait de la hauteur, un projet, une pensée, une perspective, il faut aussi avoir le sens de l'histoire. D'où vient Mayotte? C'est aussi la question que personne ne pose, que personne ne résout pour la bonne raison qu'on ne la pose pas. Enfin, je veux dire que sous l'époque Giscard-Chirac, 74, il y a un référendum qui est fait, on a un archipel des Comores, dont Mayotte. Et on sollicite l'archipel des Comores, dont Mayotte, pour savoir s'ils veulent être français ou autonomes. Et ils décident qu'ils seront autonomes, sauf Mayotte qui a puissamment voté en faveur d'un rattachement ou du fait de rester français. Et le droit international interdit ce genre de choses. Il y a l'espèce de communauté territoriale et on ne peut pas briser la communauté territoriale. Et puis vous avez ce que fait la France en disant, bon, ben, finalement, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait que Mayotte peut devenir française, rester française, etc. Ce qui fait que les Comoriens pensent que Mayotte est toujours propriété des Comores. Ça veut dire que quand ils arrivent en bateau, les petits bateaux là, avec lesquels ils arrivent, mais ils sont chez eux. C'est-à-dire faisons de la géopolitique, ayons le souvenir de la mémoire et repensons les relations que nous pourrions vraiment avoir avec Mayotte. Pas seulement en disant on va ramener l'électricité, on va ramener de l'eau, on va ramener des vivres, on va reconstruire des écoles, Bien sûr que ça ne va pas se passer comme ça. Mais refaisons de la politique en disant quel type de relation pouvons-nous avoir avec les Comores, eu égard à ce passé qui est un passif, que Mayotte, d'un point de vue international, reste comorienne quand les Comores sont autonomes et indépendantes et quand les Comores ont été république islamique il y a encore peu de temps. Donc on sait très bien que c'est un peuple musulman qui vient massivement sur un territoire européen, puisque le Mayotte fait partie de la France, donc de l'Europe. Donc c'est cette question-là qu'il faut penser. Et puis plus généralement, je pense à tous les gens de l'outre-mer. On dit des outre-mer aujourd'hui, de l'outre-mer. C'est-à-dire la Martinique, il y a des problèmes. La Guadeloupe, il y a des problèmes. La Guyane, il y a des problèmes. La pauvre Nouvelle-Calédonie est dans un état dont plus personne ne parle. Les caméras étaient là parce qu'il y a eu un problème, il y a eu des morts, c'est détruit, c'est ravagé, l'île est totalement ravagée. Et qu'est-ce qu'on a? Des gens qui arrivent, qui se font voir et qui disent « Oh, bah, ça va pas durer, on va être inflexible et puis on va changer les choses. Nous allons... » Pas de projet là-dessus non plus. Quelle relation pouvons-nous avoir aujourd'hui avec les territoires? Quel projet politique? Un vrai projet... Je vais dire décolonialiste, alors que je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais en disant, mais quelle relation avons-nous aujourd'hui en méprisant tous ces peuples? Il y a des problèmes d'eau en Guadeloupe, il y a des problèmes d'électricité en Martinique, il y a des problèmes avec le pouvoir tribal, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on ne pourrait pas repenser en termes girondins, c'est ma proposition, plutôt que de manière jacobine? On doit pouvoir, indépendamment de l'électricité, ça c'est de l'intendance, et le général disait, l'intendance suivra. Et à l'évidence, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette puissance française qui est incapable d'emmener des bateaux et d'apporter de l'eau. De l'eau, rien que de l'eau. On se dit, mais il ne s'agit pas de faire la guerre à l'Iran, il ne s'agit pas de faire la guerre à Poutine, quand je dis faire la guerre réellement. Avec nos armes. Il s'agit juste d'apporter de l'eau à des gens qui ont soif. On en est incapable. Et là, on est en train de nous dire, oui, d'ici 2 ans, nous allons faire... Voilà, une loi spéciale sera présentée la semaine prochaine. Ils ont aujourd'hui le fantasme de la cathédrale de Paris, en disant Notre-Dame de Paris, oh, on l'a reconstruite en 5 ans, on devrait être capable de ceci ou de cela. Ça a été l'occasion d'un grand raout mondain, l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Enfin, il y a juste une leçon à prendre de Notre-Dame de Paris, c'est que si ça a fonctionné, c'est parce qu'on a fait un genre de juridiction d'exception pour Notre-Dame, en disant tout le bazar français. Eh ben ça marche. Qu'est-ce qui marche? La fin de la bureaucratie, la fin des fonctionnaires, la possibilité d'un Georges Lain qui décide et qui dit ce sera comme ça va se passer comme ceci, la possibilité de dire allez-y, foncez, il faudra que, nous avons un objectif. L'objectif c'est dans 5 ans on inaugure, puis après il y a tous les gens qui ont inauguré, etc. Mais ça veut dire effectivement qu'il faut une révolution. On n'a pas écrit un livre qui s'appelait Révolution, M. Macron, avant d'arriver au pouvoir? Absolument. Eh ben alors qu'il a fait cette révolution, et la vraie révolution ce serait de dire allez, on va calmer le jeu, et maintenant tout ce qui est bureaucratie, fonctionnaire,
fonctionnaires, je défends les fonctionnaires. Simplement, quand on nous dit mais les fonctionnaires font un travail de bureaucratie, on les contraint à faire des choses inutiles. Moi, j'ai des amis qui sont dans des CHU et qui travaillent, ils sont chirurgiens, ils me disent mais on remplit de la paperasserie, c'est pas possible. Donc s'il y avait vraiment un désir de changer les choses sur le terrain de la justice, de l'école, etc., et des relations avec les pays d'outre-mer, avec lesquels on peut faire des choses magnifiques. Regardez ce qui se passe à La Réunion. Il y a des choses à dire aussi sur La Réunion. Pourquoi ça se passe bien à La Réunion? Parce qu'il n'y avait pas de peuple endogène. Quand les colons sont arrivés, il y avait des animaux. Du dodo, par exemple, qui a disparu. Mais personne, tout le monde est arrivé et tout le monde s'entend très bien. Vous avez une mosquée, par exemple, à Saint-Denis, et ça se passe très bien le rapport avec l'islam, avec les musulmans, avec toutes les communautés qui viennent d'Inde, etc. Prenons exemple sur la Réunion. Ça marche bien, La Réunion. Très bon exemple. On parle d'administration, on parle de contraintes qui pèsent sur les administrés. Parlons un tout petit peu des ZFE. Vous savez ce que c'est, ces zones à faible émission qui sont entrées en vigueur là au 1er janvier dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas accéder au centre-ville de ces villes-là si vous n'avez pas la vignette critère R3, ce qui veut dire des voitures utilisées diesel immatriculées avant 2011 et essence avant 2006. C'est assez ubuesque. Alexandre Jardin, écrivain, a poussé un coup de gueule il y a quelques jours sur CNews. Écoutez ce qu'il a à dire. Je pense que vous allez aussi avoir envie de répondre. Dans le village à côté, derrière moi, je parlais avec un homme qui me dit... à partir du 1er janvier, je ne peux plus aller chercher mes enfants. Il a divorcé, ses enfants sont avec leur mère, dans une ville à laquelle il ne peut plus accéder à partir du 1er janvier avec sa voiture. On est dans un département pauvre où personne ne peut mettre 28 000 € pour acheter une UR5 électrique. Ça n'existe pas. Donc, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de dignité. On est en train de fabriquer des gueux, des manants, qui n'ont plus accès au centre-ville réservé à ceux qui peuvent payer. On ne peut pas avoir deux types de citoyens. On doit revenir à un esprit de république. Et ces lois, l'écologisme est en train de déraper, de complètement déraper. Il y a une forme d'indignité. Donc vraiment, on va demander poliment aux policiers de ne pas verbaliser les gens qui n'ont pas la bonne vignette. Voilà Michel Onfray pour ce coup de gueule d'Alexandre Jardin. Il fait référence à la loi du 22 août 2021 sur la lutte contre le dérèglement climatique. Vous partagez son coup de gueule ou pas ? Oui, sauf qu'on ne va pas demander gentiment aux policiers, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez un flicage avec des caméras de surveillance qui font que vous avez le numéro, ça part à la préfecture, et puis un jour vous recevez un papier et dans votre boîte aux lettres, parce que là l'État sait vous retrouver, il vous dit voilà, vous n'aviez pas le droit, et bien vous payez parce que vous êtes entré, puis quand vous êtes rentré, il faut bien sortir, donc vous payez aussi parce que vous êtes sorti. Vous avez donc 2 amendes, et donc on ne peut pas demander gentiment aux policiers, ça ne pourra pas se passer comme ça. Il y a plein de choses qui sont dites dans cette histoire. C'est d'abord l'usage de la voiture comme d'une espèce de vache à lait. Les taxes, c'est incroyable. Ça rappelle les gilets jaunes. Hein. Mais bien sûr. Mais complètement, vous avez raison. Mais c'est incroyable ce que les gens simples et modestes, parce qu'on dit parfois, on me dit oui, mais enfin, il y a plein de gens qui ne paient pas d'impôts. Je dis tout le monde paie des impôts en France. Tout le monde ne paie pas d'impôts sur le revenu. Mais quand vous achetez une voiture, quand vous payez des taxes, quand vous achetez de l'essence, vous payez des taxes. Quand vous payez l'assurance, la vignette, la TVA, ce que vous avez à payer. Il n'y a plus de vignette, je crois. Mais vous payez à chaque fois des taxes. Et là, on vous dit ah, mais vous êtes vieux, vous êtes pas vieux peut-être, mais vous avez une vieille bagnole, et donc vous n'avez pas le droit d'utiliser cette voiture. Si vous l'utilisez, c'est à vos risques et périls, 138 €, je crois, pour un aller-retour d'amende. Mais qu'est-ce qui est fait de cet argent ? Que fait Madame Hidalgo, par exemple, quand elle s'en va avec toute son équipe pour aller prétendument voir à quoi ressemblent les vagues à Tahiti au moment des Jeux Olympiques, pour préparer les Jeux Olympiques? Où était la trace carbone dans ces cas-là? Moi, j'ai rencontré souvent José Bové dans les aéroports. C'est drôle, tous ces gens qui font des voyages en avion en permanence et qui estiment qu'il faut faire attention à la planète et qu'il faut faire attention à la taxe carbone. Il y a 400 personnes qui s'occupent de la communication de Madame Hidalgo à Paris. Combien ça coûte tout ça? Donc on tape toujours sur les mêmes. Mais c'est toujours. Et puis les pauvres, ils ne peuvent pas faire autrement. Quand je dis les pauvres, c'est au sens réel du terme. Les gens simples et les gens modestes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, c'est ce que dit Alexandre Jardin, je ne peux pas aller dans la ville qui me taxera parce que j'ai pas les moyens en rentrant de dire, t'as une prune de 135 €. C'est pas possible. Donc là encore, on tape encore sur le peuple, sur les gens simples, sur les gens modestes. Alors qu'il y a un certain nombre de gens, par exemple, qui disposent de jets privés, qui utilisent des avions en première classe régulièrement pour juste aller faire un petit tour ici, là ou ailleurs, un week-end. Je n'interdis pas ça, je ne serais pas du genre à interdire, mais peut-être que plutôt que d'augmenter tous
les billets d'avion, y compris les gens qui ont passé leur vie à travailler et qui vont passer peut-être Noël en famille au Maroc parce qu'ils veulent emmener leurs petits-enfants, je ne sais quoi, en leur disant « Ah, mais ces gens-là sont des pollueurs, etc. » Tous les footballeurs qui ont des jets privés, etc. Là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, c'est vraiment suivant que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, pour le dire comme La Fontaine. Il y a des gens qui ont le droit de polluer. Et puis des gens qui n'ont pas le droit de polluer. Et puis il y a même des gens qui achètent le droit de polluer. Parce qu'évidemment, ils ont les moyens de se payer la pollution de la planète. Là, pour le coup, ceux qui payent le droit de polluer, on n'estime pas qu'ils polluent. C'est pas pareil. Quand vous avez payé et acheté à des pays, il y a des pays qui vendent leur quota de pollution à d'autres pays qui en ont les moyens. Vous vous rendez compte ? C'est pas du tout une affaire de défense de la planète. C'est une affaire de taxes, c'est une affaire d'argent. C'est l'occasion d'aller étrangler les plus simples, les plus modestes, les plus pauvres, qui de toute façon ne peuvent pas faire autrement que sans leur voiture. Payer. C'est comme les Gilets jaunes, ça peut être le ferment d'une révolte. Rappelez-vous, Jacqueline Moreau, quand elle a démarré en faisant une vidéo avec son téléphone portable dans sa voiture, c'était ça. C'était le coût de l'essence, c'était pour d'autres le coût c'était au moment de novembre, c'était la possibilité ou non d'acheter des jouets à ses enfants. Les révolutions ne se font jamais avec des grands principes. Vous savez, c'est 1789, ça ne se fait pas avec Rousseau, Robespierre, etc. Ça se fait avec la pauvreté et la misère. Un dernier mot, parce que j'ai parlé tout à l'heure dans le sommaire quand même des vitraux de Notre-Dame. Il nous reste très peu de temps, Michel. Mais alors pourquoi est-ce que vous êtes hérissé? Parce qu'on va mettre des vitraux contemporains dans Notre-Dame de Paris. Vous aimez l'art contemporain, vous êtes un fou d'art contemporain, vous favorisez les artistes contemporains. Pourquoi vous vous dites non? Mais non, mais parce que cette dame fasse ses vitraux. D'ailleurs, elle est très amie de gens qui sont amis d'Emmanuel Macron. C'est une artiste. Oui, mais c'est vrai. Il passe au-dessus de la tête, Emmanuel Macron, des procédures habituelles pour désigner une personne qui pourrait travailler. Comme par hasard, tout ça sans la copinage. Le copinage, enfin, peu importe. Sur le principe. Sur le principe, on ne détruit pas une œuvre d'art, ça s'appelle être un barbare, c'est-à-dire des vitraux de Viollet-le-Duc, au nom d'une autre œuvre. Moi, j'aime beaucoup cette artiste et ce qu'elle fait est très intéressant. Et qu'on lui permette d'exposer ailleurs. Mais pourquoi déposer des vitraux qui existe, c'est-à-dire détruire une œuvre d'art, pour faire une œuvre d'art dont le paradoxe est, je trouve ça quand même extraordinaire, qu'il s'agit dans cette nouvelle œuvre d'art de faire quoi? De rendre hommage à Viollet-le-Duc. D'accord. Formidable. C'est vrai que c'est paradoxal. Michel. C'est ce paradoxe que j'attaque, c'est cette façon de détruire les œuvres de Viollet-le-Duc. C'est pas l'art contemporain, au contraire, je suis heureux. Je sais que vous êtes un amoureux de l'art contemporain. Qu'il y ait des jeunes femmes artistes qui fassent des... voilà, j'ai fait visiter à des amis l'abbaye aux Dames à Caen et j'y ai admiré, j'ai fait admirer à mes amis aussi des vitraux contemporains. Je suis pour le vitrail contemporain quand le vitrail prend la place d'un trou. Merci. Et pas d'une œuvre d'art. Merci mon cher Michel Onfray. On vous retrouve dans le JD News de cette semaine. Et oui, vous êtes à la couverture, regardez, hop, je le montre et je le dis à nos auditeurs, ce qu'ils attendent pour 2025. Vous êtes en bonne compagnie avec Philippe Devilliers, Pascal Pro, Sonia Mabrouk et Christine Kelly. Je signale aussi le TV Magazine avec un certain nombre de jeunes talents de la télévision, dont Elliot Deval, que nous saluons, notre ami, le Figaro Madame, parce qu'il faut toujours citer plusieurs magazines, et Front Populaire, le choc des civilisations. Merci Michel. Merci d'avoir cité Front Superbe Populaire. première émission de l'année. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.